Mon frère m'a envoyé une facture de 3200 € pour une croisière familiale avec ce message: « Tu paies pour maman et papa, n'est-ce pas ?» J'étais en train de manger seul pour mon anniversaire et j'ai répondu: « Compte clôturé ». Il a paniqué: « Attends, c'est l'argent de mon loyer. » Je l'ai simplement bloqué. Je me suis assise dans le noir avec une seule bougie, réalisant que ma famille ne m'avait pas seulement oublié. Ils m'avaient effacé. Mais quand la facture pour leur croisière de luxe est arrivée quelques jours plus tard, je ne me suis pas fâché. J'ai simplement fermé la banque d'Amélie pour toujours. C'est ici que le silence devient plus fort que les cris. Et croyez-moi, vous voudrez voir comment je gère ce coup à la porte. Assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la suite des événements. Nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre pays dans les commentaires. Le glaçage à la vanille avait commencé à croûter. C'est ce détail qui m'a finalement brisé. J'étais assise sur le sol de mon appartement parisien, le dos pressé contre la cloison sèche et froide du salon, fixant une petite boîte en carton rose de la boulangerie du coin. À l'intérieur se trouvaient 2 cupcakes de luxe, l'un au citron, l'autre à la gousse de vanille. Je les avais achetés moi-même à 17h30, juste après avoir fini mon travail, en disant au serveur avec un sourire forcé et fragile qu'ils étaient pour une petite réunion. C'était le premier mensonge de la soirée. Il n'y avait pas de réunion. Il n'y avait que moi, le bourdonnement du réfrigérateur et les chiffres lumineux sur l'horloge numérique du micro-ondes. 23h58. Il restait 2 minutes. Mon téléphone était posé sur le sol à côté de ma cuisse, son écran noir. Pendant les 16 dernières heures, je l'avais traité comme une bombe qui pourrait exploser à tout moment. Je l'avais vérifié de manière obsessionnelle, vibrant pratiquement d'un espoir pathétique et enfantin. Chaque fois qu'il vibrait pour un courrier électronique indésirable ou une notification d'une application d'actualité, mon cœur bondissait dans ma gorge, pour ensuite s'effondrer dans mon estomac quand je voyais que ce n'était pas eux. Ce n'était pas maman. Ce n'était pas papa. Ce n'était pas mon frère. J'allais avoir 30 ans. Ce n'était pas n'importe quel mardi. C'était une étape importante. C'était la décennie où j'étais censé avoir tout compris. Et techniquement, sur le papier, c'était le cas. J'étais conceptrice d'expérience utilisateur principale. Je gagnais un salaire à 6 chiffres. J'avais un bel appartement avec des pierres apparentes et une vue sur l'horizon de la ville. J'avais un plan de retraite et un portefeuille diversifié. J'étais l'exemple de la réussite. Mais alors que l'horloge du micro-ondes passait à 23h59, je me sentais comme une enveloppe vide. J'ai attrapé le téléphone une dernière fois, je l'ai déverrouillé et je suis allé sur Instagram. Je n'aurais pas dû le faire. Je savais que je ne devrais pas, mais l'envie masochiste de connaître la vérité était plus forte que mon instinct de conservation. Là, en haut du fil d'actualité, se trouvait une story publiée il y a 3 heures. C'était une photo de mes parents, Guillaume et Valérie, assis à une table haute dans un bar sportif. Ils riaient, tenant des verres de bière. Et assis entre eux, l'air bronzé et détendu dans un polo ajusté, se trouvait Mathieu, mon frère aîné. La légende disait, ce n'est pas parce que nous sommes mardi que nous ne pouvons pas faire la fête. Soirée familiale avec le fils prodige. Ma respiration s'est bloquée dans ma poitrine, un son aigu et saccadé qui a résonné dans la pièce vide. Il n'était pas occupé. Il n'était pas à l'hôpital. Il ne dormait pas. Ils étaient sortis ensemble pour célébrer la soirée familiale le seul jour de l'année qui m'appartenait. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que les lignes de leur visage souriant commencent à se brouiller. Valérie avait l'air si heureuse, ses yeux plissés de cette façon qui, d'habitude, me faisait me sentir aimé et en sécurité. Guillaume avait ses bras enlacés fièrement autour des épaules de Mathieu. Il ressemblait à une unité, une forteresse, un ensemble complet. Il n'y avait pas de place vide là où j'aurais dû être. Il n'avait pas l'air de manquer de qui que ce soit. Le micro-ondes a bipé doucement. Minuit. Mon anniversaire était terminé. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'étais trop déshydraté par l'anxiété de la journée pour produire des larmes. Au lieu de cela, une couverture lourde et étouffante de réalisation s'est abattue sur moi. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient oublié. Les gens oublient les dates. Les gens sont occupés. S'ils étaient restés à la maison à regarder la télévision et qu'ils avaient simplement fait une erreur, j'aurais pu pardonner. Mais ils n'avaient pas oublié de sortir. Ils n'avaient pas oublié de se célébrer les uns les autres.
Ils avaient activement choisi de passer mon anniversaire ensemble sans moi et de le publier. J'ai regardé le cupcake à la vanille desséché. Je l'ai ramassé, j'ai retiré le papier et j'ai pris une bouchée. Il avait un goût de sucre et de cendre. Je l'ai avalé, le sentant racler ma gorge sèche, et j'ai remis l'emballage dans la boîte. J'avais 30 ans, et je comprenais enfin mon rôle dans cette famille. Je n'étais pas un membre. J'étais un service public. J'étais la personne qu'on appelait quand l'Internet ne fonctionnait plus, ou quand le loyer était en retard, ou quand on avait besoin d'un prêt qui ne serait jamais remboursé. Mais quand venait le temps de rire, quand venait le temps de lever son verre, je n'existais pas. La trahison était pire que la solitude, c'était la confirmation silencieuse que j'étais entièrement remplaçable. La semaine suivante s'est déroulée dans un brouillard statique et gris. Je suis allé travailler. J'ai assisté à des réunions sur Zoom. J'ai déplacé des pixels sur un écran. J'ai hoché la tête quand mon responsable m'a demandé si j'avais passé un bon week-end, marmonnant quelque chose sur le fait de rester tranquille. J'avais l'impression de bouger dans l'eau, chaque membre étant lourd, mon cerveau enveloppé de coton. Physiquement, j'étais une épave. Je ne dormais pas. Je me réveillais à 3 heures du matin, l'esprit en ébullition, revoyant des scènes de mon enfance, cherchant les indices que j'avais manifestement manqués. Avait-il toujours été aussi froid? Avais-je simplement acheté leur affection pendant si longtemps que je ne pouvais plus faire la différence entre l'amour et une transaction? J'ai arrêté de les appeler. Habituellement, c'était moi qui prenais contact. J'appelais maman pendant sa pause déjeuner. J'envoyais à papa des articles sur les voitures de collection que je savais qu'il aimait. J'envoyais des images humoristiques à Mathieu. Mais pendant 7 jours, j'ai gardé le silence radio. Pendant 7 jours, mon téléphone n'a pas sonné. C'était un test, j'ai réalisé, un test qu'ils échouaient de manière spectaculaire. Et ils ne savaient même pas qu'ils le passaient. Chaque heure de silence était une autre brique dans le mur que j'étais en train de construire lentement et inconsciemment autour de moi. Puis est arrivé le mardi, exactement une semaine après mon anniversaire. J'étais au milieu d'une session de conception, partageant mon écran avec 3 autres concepteurs, lorsque la notification de messagerie de mon bureau a retenti dans le coin supérieur droit. C'était la discussion de groupe du cercle familial. Mon cœur a martelé mes côtes. Ça y est, j'ai pensé, ils ont réalisé, ils ont vu la date. Ils s'excusent. J'ai rapidement arrêté de partager mon écran, marmonnant des excuses à propos d'une notification sensible, et j'ai cliqué sur le message. Ce n'était pas une excuse. C'était un lien, plus précisément un lien vers un itinéraire de croisière de la compagnie Ponant pour un voyage de 7 nuits en Méditerranée occidentale. Puis un message de Mathieu, boum. Regardez ça. Les dates de la croisière pour la réunion de famille sont le mois prochain. J'ai déjà parlé à l'agent de voyage et nous pouvons obtenir les suites de luxe avec vue sur l'océan si nous réservons d'ici vendredi. Puis un message de Valérie, oh, regardez cette eau bleue. On dirait le paradis. Ton père et moi n'avons pas pris de vacances depuis des années. Guillaume est intervenu, ça a l'air cher, mais ça en vaut la peine pour les souvenirs. J'ai fixé l'écran, les mains tremblantes. J'ai fait défiler vers le haut. Le dernier message dans la discussion datait d'il y a 2 semaines, lorsque j'avais envoyé une photo d'une nouvelle plante que j'avais achetée. Personne n'y avait réagi. Et maintenant, ceci. Puis est venu le coup de grâce, le message qui m'a fait monter la bile à la gorge. Mathieu, alors, voici la répartition. C'est environ 3 200 € par personne si nous voulons le forfait boisson et les excursions, ce que nous voulons évidemment. Amélie, je me suis dit que tu prenais en charge maman et papa, n'est-ce pas? Comme tu es la personne importante avec un emploi en entreprise maintenant, je couvrirai mon propre billet, mais les choses sont un peu serrées avec le lancement de mon entreprise. Donc, si tu pouvais avancer le dépôt pour tout le monde, je te rembourserai ma part quand mes finances s'amélioreront au 3e trimestre. Je l'ai lu 3 fois. Tu prends en charge maman et papa, n'est-ce pas? Pas de joyeux anniversaire en retard, pas de comment vas-tu, pas de tu nous as manqué, juste une facture. Je me suis levé de mon bureau et je suis allé aux toilettes. J'ai verrouillé la porte, je me suis agenouillé devant les toilettes et j'ai eu des hauts le cœur. Mon corps rejetait physiquement l'audace de la chose. C'était une réaction viscérale au fait d'être utilisé. Il voulait que je dépense 9 600 €, plus le dépôt de Mathieu, que je savais par expérience que je ne reverrais jamais.
Cela représentait presque 13 000 €. Il voulait des vacances gratuites. Il voulait le luxe, les vues sur l'océan, les boissons illimitées, et il voulait que la fille invisible paie la facture. Je me suis lavé le visage à l'eau glacée, fixant mon reflet. J'avais l'air pâle, avec des cernes sous les yeux, mais quelque chose changeait derrière mon regard. La tristesse s'évaporait, brûlée par une lueur de rage blanche et incandescente. Je suis retourné à mon bureau. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé les messages en attente. Valérie a ajouté, « Amélie, as-tu vu le lien? Ça a l'air parfait. Nous avons vraiment besoin de ce repos, ma chérie. Le dos de ton père le fait souffrir ces temps-ci. » La manipulation était si maladroite. Si transparente. Utiliser la santé de mon père, qui allait assez bien pour boire des bières dans un bar sportif il y a une semaine, pour me culpabiliser et me faire dépenser des milliers d'euros. J'ai regardé mon application bancaire. J'avais l'argent. J'avais économisé de manière agressive pour un acompte sur une maison, un rêve que je nourrissais depuis 5 ans. Il savait que j'avais des économies. Il ne savait pas combien, mais il savait que j'étais à l'aise. Il me traitait comme un coffre-fort, supposant que la combinaison ne changerait jamais, mais ils avaient oublié une chose cruciale. C'était moi qui détenais les clés. Pour comprendre pourquoi ce message texte ressemblait à un coup de couteau dans le dos, il faut comprendre l'histoire de la banque d'Amélie. Cela a commencé quand j'avais 22 ans, juste à la sortie de l'université. J'ai décroché mon premier emploi de concepteur débutant. Ce n'était pas un salaire extraordinaire, mais c'était régulier. Ce même mois, Guillaume a pris une retraite anticipée. Ce n'était pas une retraite planifiée. Il a simplement quitté son emploi à l'usine parce qu'il n'aimait pas la nouvelle direction. Valérie m'a appelé en pleurant. Ils étaient à court d'argent pour l'hypothèque. Juste cette fois, a-t-elle dit. Juste jusqu'à ce que la pension arrive. J'ai payé 1100 €. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 3 semaines pour compenser. Puis ce fut le chauffe-eau. Puis l'assurance automobile. Puis les soins dentaires. Au cours des 8 dernières années, juste cette fois est devenu un abonnement mensuel à leur mode de vie. J'avais remboursé leur carte de crédit 2 fois. J'avais acheté un nouveau système de chauffage et de climatisation. J'avais essentiellement subventionné toute leur existence pour qu'ils n'aient pas à réduire leur train de vie. Et puis il y avait Mathieu. Mathieu, mon frère, avait 34 ans. Il était charmant, beau et totalement inutile. Il n'avait jamais occupé un emploi traditionnel pendant plus de 6 mois. Il était entrepreneur. D'abord, ce fut une entreprise de vente directe. Je lui ai prêté 1850 € pour le stock. Le stock ne s'est jamais matérialisé, mais il s'est acheté un nouvel ordinateur de jeu. Puis ce fut un projet d'investissement en crypto-monnaie. J'ai refusé de lui donner de l'argent pour celui-là, et Valérie ne m'a pas parlé pendant un mois, me disant que j'étouffais son potentiel et que je devrais soutenir les rêves de mon frère. Actuellement, Mathieu était un coach de vie en devenir. Il publiait des citations inspirantes sur Instagram et affirmait qu'il se constituait une clientèle de haut niveau. En réalité, il vivait dans le sous-sol aménagé de la maison de mes parents, un sous-sol que j'avais payé pour faire rénover il y a 3 ans afin qu'il puisse avoir son propre espace. Mathieu était l'antagoniste de ma vie, mais de manière subtile. Il ne me frappait pas, il me vidait. C'était un vampire avec un sourire. Il savait exactement comment manipuler nos parents. Il était celui qui était physiquement présent, celui qui regardait le football avec papa et allait faire les courses avec maman. Il leur donnait son temps, qu'ils appréciaient plus que mon argent, même si mon argent était la seule raison pour laquelle ils avaient la liberté de profiter de ce temps. Il contrôlait le récit. Pour eux, Mathieu était le génie en difficulté qui avait juste besoin d'une chance. J'étais la machine froide de l'entreprise qui jetait de l'argent aux problèmes mais qui n'était pas chaleureuse comme lui. J'ai regardé à nouveau la discussion de groupe. La demande de Mathieu pour 3200 € n'était pas seulement de la cupidité. C'était une démonstration de pouvoir. Il voulait être le héros qui organisait la réunion de famille, celui qui rassemblait tout le monde pour une glorieuse croisière en Méditerranée. Mais il voulait que je paie pour sa gloire. Il voulait le mérite sans le coup. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête, ce ton condescendant et désinvolte qu'il utilisait toujours quand je posais des questions sur le remboursement. Allez, Amélie. Ne sois pas si pointilleuse sur l'argent.
Nous sommes une famille. L'argent n'est que de l'énergie. Ça va et ça vient. Ça partait de moi et ça allait vers lui. C'était la seule direction que l'argent prenait jamais. J'ai pensé à la dernière fois que je les avais vus, il y a 2 mois à Thanksgiving. J'avais conduit pendant 4 heures pour y arriver. J'avais apporté 3 tartes et une caisse de vin coûteux. Mathieu était arrivé avec 20 minutes de retard, les mains vides, portant un sweatshirt à capuche de 200 € que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre. Quand nous nous sommes assis pour le dîner, Valérie avait porté un toast. À Mathieu, avait-elle dit, rayonnante, pour avoir enfin lancé son site internet. Nous sommes si fiers de ta vision. Personne n'a porté de toast pour ma promotion au poste de responsable principal. Personne n'a posé de questions sur le projet que je venais de livrer à 2 millions d'utilisateurs. J'étais assise là à manger de la dinde sèche, réalisant que je n'étais que l'investisseur silencieux du spectacle de Mathieu. Et maintenant, l'investisseur fermait le fond. J'ai regardé à nouveau le message. Tu paies pour maman et papa, n'est-ce pas? Le sentiment de supériorité coulait de l'écran. Ce n'était pas une question. C'était une instruction. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, la peur de les perdre ne l'emportait pas sur la douleur de les garder. Le lien qui s'était rompu le jour de mon anniversaire se retournait maintenant pour les frapper. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas expliquer que c'était mon anniversaire la semaine dernière. Je n'allais pas supplier pour des excuses qu'ils n'étaient pas capables de donner. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus permanent. Je n'ai pas répondu immédiatement à la discussion de groupe. Mon pouce survolait le clavier, tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une clarté soudaine et accablante. L'ancienne Amélie aurait tapé une excuse douce. L'ancienne Amélie aurait dit, je ne peux pas payer tout maintenant, mais peut-être que je peux aider pour le dépôt. L'ancienne Amélie se serait excusée d'exister, mais l'ancienne Amélie était morte au moment où elle avait mangé un cupcake rassis seule dans le noir pendant que sa famille portait un toast à son absence avec son propre argent. J'ai posé le téléphone sur mon bureau, face contre table. J'avais besoin de voir les dégâts. Je devais savoir exactement à quoi je faisais face avant de m'engager. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte bancaire d'urgence familiale que j'avais créé il y a 5 ans. C'était un compte courant joint que je partageais avec mon père, Guillaume. L'accord était simple. Je déposais 500 € par mois pour les véritables urgences, franchise médicale, un pneu crevé, une réparation domestique soudaine. Ils étaient censés demander avant de l'utiliser, mais au fil du temps, ils avaient arrêté de demander, et j'avais arrêté de vérifier les relevés, faisant aveuglément confiance au fait qu'ils n'abuseraient pas du filet de sécurité que je fournissais. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Le solde, qui aurait dû être d'environ 5 500 € sur la base de mes dépôts automatiques, était de 39 €. J'ai senti une bouffée de chaleur froide se propager de mon cou à mes joues. J'ai cliqué pour voir les 90 derniers jours d'activité. 14 janvier, Winamax, 200 €. 16 janvier, le cellier des vins, 80 €. 20 janvier, retrait au distributeur automatique dans un casino, 400 €. 22 janvier, Micromania, 65 €. 24 janvier, lavage auto Prestige, 150 €. Mon père ne pariait pas, mon père ne jouait pas aux jeux vidéo et mon père conduisait une voiture cabossée qu'il lavait dans l'allée avec un tuyau d'arrosage. Mathieu. J'ai fait défiler plus loin. C'était une hémorragie. Station-service, collation, boutique de vapotage, abonnement en ligne à des chaînes sportives de luxe. C'était un flux constant de mon argent durement gagné coulant directement dans les poches de Mathieu, déguisé en dépenses familiales. Mes parents lui avaient donné la carte de débit. Ils avaient remis les clés du coffre-fort à la personne même contre laquelle j'essayais de les protéger. Puis j'ai vu la transaction qui a fait tourner la pièce. Mardi 23 janvier. Le bar L'Ancre Marine, 170 €. La date de mon anniversaire. J'ai cliqué sur les détails de la transaction. Elle était enregistrée à 20h42. Il n'était pas seulement sorti sans moi. Il n'avait pas seulement ignoré mon existence. J'avais payé pour la fête. J'avais payé pour la bière qu'ils avaient bu. J'avais payé pour le repas même où ils avaient pris cette photo, souriant et riant de la soirée familiale. Pendant que j'étais assis seul, me demandant ce qui n'allait pas chez moi, un son s'est échappé de ma gorge.
Un rire dur et saccadé qui ressemblait à du verre brisé. C'était absurde. C'était presque impressionnant de cruauté. Ils ont utilisé la fille qu'ils ignoraient pour financer la célébration du fils qui ne contribuait à rien. J'ai ouvert un nouvel onglet. Je me suis connecté au portail de la carte de crédit pour la carte d'utilisateur autorisée que j'avais donnée à ma mère Valérie uniquement pour les courses. En attente, dépôt croisière, 460 €. Ils n'avaient pas attendu ma réponse. Ils avaient déjà essayé de réserver la croisière en utilisant la carte d'urgence. Elle n'était en attente que parce qu'elle avait déclenché une alerte de fraude que je n'avais pas encore vue dans mon dossier de courriers indésirables. Je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais pas une personne. J'étais une ressource. J'étais une ligne de crédit ambulante et parlante avec un cœur qui bat. Et comme toute ressource surexploitée, j'étais épuisé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis passé en mode experte en conception. J'ai abordé cela comme une architecture système défaillante qui devait être mise hors service. Première étape, la capture d'écran. J'ai pris une capture d'écran de la transaction de l'encre marine. J'ai entouré la date et le montant en rouge vif. Deuxième étape, la fermeture. J'ai appelé la banque. J'ai navigué dans le menu automatisé avec une précision robotique jusqu'à ce que j'obtienne un représentant humain. Je dois fermer un compte joint immédiatement en raison d'une utilisation non autorisée, ai-je dit à l'opérateur, la voix ferme et monocorde. Certainement, madame, nous pouvons le geler. Non, fermez-le. Transférez les 39 € restants sur mon compte d'épargne personnelle et fermez-le complètement. Annulez toutes les cartes de débit associées. Ensuite, la carte de crédit. J'ai signalé la carte de ma mère comme perdue ou volée, et j'ai demandé que le compte soit résilié, et non réémis. Ensuite, le forfait téléphonique. Je me suis connecté à Orange. Il y avait 4 lignes. J'en ai sélectionné 3, Guillaume, Valérie, Mathieu, et j'ai cliqué sur suspendre le service. Ensuite, j'ai initié une demande de transfert de responsabilité vers l'adresse électronique de mon père. Ils avaient 24 heures pour assumer les paiements ou les lignes seraient définitivement déconnectées. Enfin, les services de streaming, Disney+, Spotify, compte familial. Changement de mot de passe, changement de mot de passe, changement de mot de passe, déconnexion de tous les appareils. Il m'a fallu 45 minutes pour démanteler l'infrastructure financière qui les soutenait depuis une décennie. Quand j'ai eu fini, je me suis senti plus légère, comme si j'avais physiquement perdu des dizaines de kilogrammes de poids mort. J'ai repris mon téléphone. La discussion de groupe attendait toujours. Mathieu, allô, la Terre appelle Amélie. Ne nous laisse pas en suspens. L'offre expire bientôt. J'ai ouvert la galerie d'images. J'ai sélectionné la capture d'écran de la facture du bar de mon anniversaire. J'ai tapé 2 mots, compte clôturé. J'ai envoyé le message. Puis, avant même que les accusés de réception ne puissent s'afficher, je suis allé dans les paramètres du groupe. Bloquer le contact Mathieu. Bloquer le contact maman. Bloquer le contact papa. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur les réseaux sociaux. Facebook bloqué. Instagram bloqué. J'ai verrouillé ma porte d'entrée, activé le pen dormant et, pour la première fois en une semaine, j'ai expiré. Le silence a duré exactement 12 minutes. C'est le temps qu'il leur a fallu pour réaliser que compte clôturé n'était pas une métaphore. Mon téléphone, malgré les blocages, a commencé à afficher des notifications d'appels bloqués dans le journal des messages vocaux. D'abord 1, puis 3, puis 10. Le volume impressionnant de tentatives était stupéfiant. En 12 minutes, ils avaient essayé de me contacter plus de fois qu'ils ne l'avaient fait durant toute l'année précédente. Mais j'avais oublié une faille, le courrier électronique. Ma boîte de réception a retenti. C'était Valérie. Objet, urgence. Carte ne fonctionne pas. Amélie, chérie, quelque chose ne va pas. J'ai essayé d'acheter de l'essence et la carte a été refusée. Ton père est à la pharmacie et sa carte ne fonctionne pas non plus. Nous essayons de t'appeler, mais ça tombe directement sur la messagerie vocale. Rappelle-nous immédiatement s'il te plaît. Papa a besoin de ses médicaments pour la tension. J'ai fixé l'écran. La manipulation a été instantanée. Papa a besoin de ses médicaments.
Pas pourquoi as-tu envoyé cette capture d'écran? Pas nous sommes désolés, mais un pivot immédiat vers une crise de vie ou de mort pour me forcer la main. Je savais pertinemment que la pharmacie qu'ils utilisaient proposait une option de paiement différé pour les personnes âgées et que la part à payer n'était que de 14 €. Guillaume avait de l'argent en liquide dans son portefeuille en tout temps. Il pouvait payer. C'était un test de soumission. Je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, un courrier électronique de Mathieu. Objet, c'est quoi ce délire? Tu te comportes comme une enfant. Tu nous bloques, vraiment? Parce que nous avons demandé des vacances. Maman pleure dans la cuisine. Tu dois grandir et nous parler. De plus, cette facture de bar n'est pas ce que tu penses. Je les ai invités pour ton anniversaire parce que tu n'étais pas là. Je faisais une chose gentille. Débloque-moi. L'aveuglement volontaire et le détournement de la vérité étaient époustouflants. Je les ai invités pour ton anniversaire. Comme si utiliser mon argent pour leur acheter de la bière pendant que j'étais seul était un acte de charité envers moi. J'ai réalisé alors que le silence ne suffisait pas. Il créait un récit où j'étais la méchante, la fille instable et cruelle punissant ses parents âgés. Si je restais silencieuse, Mathieu allait déformer les faits jusqu'à ce que je ressemble à un monstre. Je devais laisser une trace officielle. J'ai ouvert un nouveau brouillon de courrier électronique. Je l'ai adressé aux trois. A. Guillaume, Valérie, Mathieu. Objet, clarification de la cessation financière. J'écris ceci pour m'assurer qu'il n'y a pas de confusion concernant mon message précédent. Avec effet immédiat, j'ai fermé le compte courant joint. J'ai annulé la carte de crédit. J'ai suspendu vos lignes téléphoniques et vous ai retiré de tous les abonnements numériques partagés. Concernant l'affirmation de Mathieu selon laquelle il vous a invité pour mon anniversaire, le relevé de transaction montre que le compte, financé exclusivement par mes dépôts de salaire, a payé la facture. J'ai payé 170 € pour être exclu de mon propre 30e anniversaire. C'est la dernière dépense que je couvrirai jamais pour cette famille. Ne venez pas à mon appartement. N'appelez pas à mon travail. Si vous tentez de me contacter, je considérerai cela comme du harcèlement. Vous avez compté sur mon soutien financier pendant 8 ans. À compter d'aujourd'hui, vous êtes livré à vous-même. Amélie. J'ai cliqué sur envoyer. Je me suis rassise, le cœur battant à un rythme effréné contre mes côtes. Cela semblait dangereux. Dire non à des gens qui ont l'habitude d'entendre oui est un acte révolutionnaire. Et les révolutions sont toujours désordonnées. Le retour de bâton a été immédiat et violent. Mon courrier électronique professionnel, qu'il n'aurait pas dû utiliser, a retenti. De Mathieu à Amélie, avec mon patron en copie conforme. Objet, affaire familiale urgente. Amélie, s'il te plaît, appelle à la maison. Maman s'inquiète pour ton état mental. Tu agis de manière erratique et nous craignons que tu fasses une dépression. Nous voulons simplement t'aider. Il avait mis mon patron en copie. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était la guerre. Mathieu savait exactement ce qu'il faisait. Il essayait de me discréditer professionnellement. Si j'étais instable, alors le fait de les couper financièrement n'était pas une décision rationnelle. C'était un symptôme de maladie mentale. C'était une stratégie pour saper mon autonomie afin qu'ils puissent intervenir et gérer mes biens à nouveau. Je suis allé dans ma cuisine et je me suis versé un verre d'eau, mes mains tremblant de manière incontrôlable. Maintenant, je devais prendre les devants. J'ai transféré le courrier électronique de Mathieu à mon représentant personnel des ressources humaines avec une brève note professionnelle. Veuillez noter que je traverse actuellement une séparation familiale difficile. Mon frère tente d'utiliser mon lieu de travail comme moyen de harcèlement. Je suis en sécurité et en bonne santé, mais veuillez ignorer toute communication ultérieure de sa part. Ensuite, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert le dossier sur mon disque dur intitulé Scan. J'ai commencé à organiser les preuves, les relevés bancaires, les messages textes demandant de l'argent, les promesses de remboursement qui ne se sont jamais matérialisées. J'ai construit une chronologie. Il y a quelques années, près de 4 150 € pour la réparation de la voiture de Mathieu, jamais remboursée. Ensuite, 1 850 € pour les soins dentaires de maman. Maman a admis plus tard que c'était pour le loyer de Mathieu. L'année dernière, 7 400 € pour la réparation du toit. Le toit n'a jamais été réparé.
J'ai fait le total. En 8 ans, je leur avais donné 59 000 euros. Ce n'était pas du soutien. C'était un salaire. J'avais employé ma famille pour qu'elle m'aime, et ils avaient démissionné silencieusement il y a des années. Le soleil a commencé à se coucher, projetant de longues ombres dans mon salon. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me sentais comme un soldat dans un bunker attendant le début des bombardements. Et puis les menaces ont changé. Un message texte d'un numéro inconnu utilisé par Mathieu. Tu penses que tu peux simplement nous couper les vivres? Tu penses que tu vaux mieux que nous? Regarde ce qui se passe quand les gens découvrent qui tu es vraiment. Tu laisses tes parents pourrir. Égoïste. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran. Je l'ai ajoutée au dossier. Je construisais une forteresse de faits. Ils avaient des histoires. Ils avaient des larmes. Ils avaient la culpabilité. Mais moi, j'avais les reçus. Et à la fin, les reçus sont les seules choses qui tiennent devant un tribunal. Les 48 heures suivantes ont été une leçon magistrale de guerre psychologique. Mathieu a lancé une campagne de dénigrement sur Facebook. Il ne m'a pas nommé directement. Il était trop intelligent pour ça. Mais les publications étaient publiques et conçues pour infliger un maximum de dégâts. C'est déchirant de voir comment l'argent change les gens. On sacrifie tout pour élever un enfant, le soutenir, l'encourager, et dès qu'il goûte un peu au succès en entreprise, il tourne le dos à sa famille. Serrez vos proches contre vous ce soir. Nous sommes dévastés. Les commentaires étaient inondés de sympathie de la part de membres de la famille élargie que je n'avais pas vus depuis des années. Tante Caroline, tellement désolée d'entendre cela, Valérie. Je prie pour vous. Cousin Michel, certaines personnes oublient d'où elles viennent. J'ai fait défiler les commentaires en ressentant un étrange détachement. Il parlait d'un personnage de fiction. Il parlait d'une fille cupide et sans cœur qui abandonnait ses parents exemplaires. Il ne savait pas pour les dizaines de milliers d'euros. Il ne savait pas pour l'anniversaire passé seul. Il ne savait pas pour la facture de la croisière. Je voulais répondre. Je voulais publier les captures d'écran dans les commentaires et détruire leur récit. Mais je savais que m'engager ne ferait qu'alimenter le feu. Le silence était mon arme la plus forte, même s'il était douloureux de la manier. Je suis resté à l'intérieur. Je me suis fait livrer des courses. J'ai travaillé de la maison, gardant mon statut sur Slack en mode concentration. Le jeudi après-midi, 2 jours après le message de clôture du compte, l'escalade a atteint son sommet. J'étais au milieu d'une révision de code lorsqu'un martèlement lourd et autoritaire a résonné à ma porte d'entrée. Pan, PAN, PAN. Ce n'était pas le livreur. Ce n'était pas un voisin. C'était le coup d'une autorité. Mon estomac s'est noué. Je suis allé à la porte et j'ai regardé par le Judas. 2 agents de la police nationale en uniforme se tenaient dans le couloir. Mon cœur a martelé mes côtes comme un oiseau piégé. Ils l'ont vraiment fait. J'ai pensé qu'ils avaient appelé la police. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé mon pull et j'ai déverrouillé le pen dormant. J'ai ouvert la porte juste assez pour être poli mais ferme. « Bonjour, messieurs les agents », ai-je dit, ma voix étant étonnamment stable. « Puis-je vous aider ?» L'agent le plus âgé a regardé son carnet. « Êtes-vous Amélie ? Nous avons reçu un appel demandant une vérification de bien-être à cette adresse. »« Je suis Amélie », ai-je dit. « Je vais bien. »« Qui a appelé ? » ?»« L'appel provient d'un monsieur Mathieu et d'une madame Valérie, » a dit l'agent. « Ils ont déclaré que vous aviez proféré des menaces d'automutilation et envoyé des messages erratiques et incohérents. Ils sont très inquiets pour votre stabilité mentale. » La rage a jailli, brûlante et vive, mais je l'ai éteinte instantanément avec une logique glaciale. Si je m'énervais, si je criais, si je pleurais, je donnerais raison à Mathieu. Je devais être la personne la plus calme qu'ils aient jamais rencontrée. « Je vois », ai-je dit, en reculant et en ouvrant la porte plus largement. « Messieurs les agents, entrez je vous prie. Je m'excuse que ma famille vous ait fait perdre votre temps. » Ils sont entrés dans mon appartement. Il était impeccable. Mon poste de travail était installé. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun désordre chaotique, aucune preuve de dépression. Je suis en pleine journée de travail, ai-je expliqué calmement. Je suis conceptrice d'expérience utilisateur principale.
Je suis actuellement en parfaite santé. Je me suis approché de mon ordinateur portable. La réalité, messieurs les agents, est qu'il y a 2 jours, j'ai arrêté de payer les factures de mon frère adulte. J'ai coupé leur accès financier après des années d'abus. Cette vérification de bien-être n'est pas pour ma sécurité. C'est une tactique de représailles pour m'intimider afin que je rouvre mon portefeuille. J'ai pris le dossier de capture d'écran imprimé que j'avais préparé, presque comme si j'avais su que ce moment viendrait. Tenez, ai-je dit, tendant le dossier à l'agent le plus âgé. Voici le courrier électronique que je leur ai envoyé expliquant calmement la coupure financière. Voici les messages menaçants que mon frère m'a envoyés hier. Et voici le courrier électronique qu'il a envoyé à mon patron pour essayer de me faire licencier. L'agent a feuilleté les pages. Ses sourcils se sont levés. Il a montré la capture d'écran du message texte à son partenaire. Il a dit que vous envoyiez du charabia, a noté le partenaire. Ça ressemble à un relevé bancaire. Exactement, ai-je dit. Ils assimilent mon refus à de la folie. L'agent le plus âgé a fermé le dossier et me l'a rendu. Son attitude s'est adoucie instantanément. Il avait l'air fatigué. Il avait probablement vu cette dynamique une centaine de fois auparavant. Une inquiétude utilisée comme une arme par des parents manipulateurs. « Je suis désolé de vous avoir dérangé, madame », a-t-il dit, son ton étant respectueux. « Vous ne semblez être en aucune détresse. Nous devons donner suite à ces appels, mais il est clair qu'il s'agit d'une affaire civile. »« Je comprends », ai-je dit. « Puis-je vous demander de faire une chose pour moi ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Veuillez documenter dans votre rapport que je suis lucide, en sécurité et employé. Et veuillez informer les demandeurs que s'ils envoient à nouveau la police chez moi, je porterai plainte pour dénonciation calomnieuse et harcèlement. » L'agent a hoché la tête d'un air grave. « Nous leur ferons certainement savoir cela. Bonne journée, Amélie. » Ils sont partis. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Ils avaient essayé de m'humilier. Ils avaient essayé de me faire traîner hors de chez moi devant mes voisins. Ils voulaient me briser au point d'impliquer la loi. Mais ils avaient mal calculé. Ils pensaient que la police verrait une fille célibataire hystérique. Au lieu de cela, la police a vu une professionnelle poser avec des preuves écrites. Je n'avais plus peur. La peur s'était évaporée, remplacée par un sentiment de détermination cristallin. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la ville. J'étais seul. Mon téléphone était silencieux. Ma famille me détestait. Et pour la première fois en 30 ans, debout dans cette pièce calme, j'ai ressenti un sentiment de paix profond et accablant. La visite de la police avait été le tir de semonce, l'embuscade est arrivée 3 jours plus tard. C'était un samedi matin. J'avais décidé de sortir pour la première fois depuis la vérification de bien-être. J'avais besoin de café, d'air frais et de la simple certitude que j'existais toujours dans le monde physique à l'extérieur des murs de mon appartement. Je me suis habillé avec soin, un jean, un blazer, des lunettes de soleil, une armure. Mon immeuble avait un grand hall aux parois de verre avec un bureau de conciergerie et un coin salon pour les invités. Habituellement, c'était un espace de transition calme où les gens hochaient poliment la tête et continuaient leur chemin. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient au rez-de-chaussée, j'ai entendu la voix. Ce n'était pas un cri, c'était pire. C'était un plaidoyer théâtral et sanglotant. Nous voulons juste la voir. Elle ne va pas bien. Vous devez nous laisser monter. C'est une urgence médicale. Mon estomac s'est serré. Je suis sorti de l'ascenseur et je les ai vus. Mathieu se tenait au bureau de la conciergerie, penché sur le comptoir, faisant des gestes agressifs vers l'agent de sécurité terrifié du week-end, un jeune homme nommé Kevin. Valérie était assise sur l'un des canapés en velours, le visage enfoui dans un mouchoir, pleurant de manière audible. Guillaume se tenait maladroitement à côté d'elle, regardant le sol, sa posture affaissée par la défaite. Ils avaient mis en scène une scène. Ils jouaient le rôle de la famille désespérée et aimante essayant de sauver leur fille malade mentale d'elle-même. J'aurais pu faire demi-tour. J'aurais pu appuyer sur le bouton du 14e étage et me cacher dans ma forteresse. Mais quelque chose en moi, cette même clarté froide et dure qui m'avait aidé à fermer les comptes bancaires, s'est manifestée. J'en avais fini de fuir. J'ai traversé le sol en marbre, mes talons claquant bruyamment. Le son a traversé le hall comme un coup de marteau.
Kevin, ai-je dit, ma voix projetant clairement à travers la pièce. Vous n'avez pas besoin de les laisser monter. Je suis juste ici. Le tableau s'est figé. La tête de Valérie s'est relevée. Mathieu s'est retourné, son visage passant instantanément du frère inquiet au tyran arrogant. Amélie, a crié Mathieu, marchant vers moi les bras ouverts comme s'il allait m'embrasser. Dieu merci. Nous étions si inquiets. Regarde-toi. Tu as une mine affreuse. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. J'ai levé une main, paume vers l'avant. Arrête. Ne t'approche pas davantage. Il s'est arrêté, clignant des yeux. Amélie, arrête ton cirque. Nous sommes là pour t'aider. Maman est une épave. Nous allons te ramener à la maison, t'aider et régler ce désordre. Il n'y a pas de désordre, Mathieu, ai-je dit assez fort pour que les deux voisins qui attendaient leur chauffeur privé entendent. Il y a juste un compte bancaire fermé. Valérie s'est levée, le visage rouge. Amélie, je t'en prie, a-t-elle gémi, marchant vers moi. Pourquoi nous fais-tu cela? Pourquoi nous punis-tu? Nous t'aimons. Nous voulons simplement être à nouveau une famille. Tu veux une croisière familiale, maman, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement mais gagnant en force. Tu ne me veux pas moi. Tu veux le portefeuille. C'est un mensonge, a lancé Mathieu, le visage s'empourprant. C'est exactement ce que nous avons dit à la police. Tu es paranoïaque. Tu penses que tout le monde t'utilise. Tu es malade, Amélie. Il a regardé autour du hall, jouant pour le public. Elle fait une dépression, a-t-il dit au voisin près de la porte. Elle délire. Vraiment? J'ai fouillé dans mon sac. Je n'en ai pas sorti une arme. J'ai sorti le dossier. Le même dossier que j'avais montré à la police, mais mis à jour. Kevin, ai-je dit aux gardes, s'il vous plaît, appelez à nouveau la police. Dites-leur que les personnes qui ont fait le faux rapport jeudi font maintenant une intrusion. Tu n'oserais pas, a dit Guillaume, parlant pour la première fois. Sa voix était calme. Amélie, nous sommes tes parents. Alors commencez à agir comme tel, ai-je crié. Le son est sorti de ma gorge, brut et agonisant. Mon calme s'est brisé juste une seconde, révélant les 30 années de douleur sous-jacente. Des parents n'oublient pas le 30e anniversaire de leur enfant pour aller boire avec son frère. Des parents n'envoient pas une facture de 13 000 € à leur fille pour des vacances où elle n'était pas invitée. Le hall est devenu silencieux comme une tombe. Les voisins ont arrêté de regarder leur téléphone. Je me suis tourné vers Valérie. Tu veux savoir pourquoi je suis paranoïaque? Tiens. J'ai jeté les papiers sur la table basse entre nous. Ils se sont éparpillés. Des relevés bancaires surlignés en jaune fluo. 23 janvier, ai-je pointé du doigt en tremblant. Mon anniversaire. Vous avez dépensé 170 € à l'encre marine. Vous avez publié une photo sur la soirée familiale. Et vous avez payé avec ma carte de débit, la carte que je vous ai donnée pour les courses. Vous avez acheté la bière de Mathieu avec l'argent pour lequel j'ai travaillé pendant que j'étais seul dans mon appartement. Valérie a regardé le papier. Chi a vu la date. Elle a vu le montant. Elle a vu la signature sur le reçu. Mathieu. Il nous a dit, a chuchoté Valérie, regardant Mathieu. Il nous a dit qu'il avait payé. Il a dit qu'il avait eu un bon mois avec ses clients. Il n'a pas de clients, maman, ai-je crié. Il m'a moi. Je suis sa cliente. J'ai payé son loyer, son assurance automobile, ses dépenses professionnelles pendant 8 ans. J'ai payé pour le toit. J'ai payé pour le chauffe-eau. Et à la seconde où j'ai arrêté, à la seconde où j'ai fermé le robinet, il a appelé la police et leur a dit que j'étais folle. Je me suis tourné vers Mathieu, il semblait acculé. Son masque de confiance et d'élégance glissait, révélant la panique d'un parasite perdant son hôte. Tu mens, a-t-il craché. Elle trafique les papiers. Elle est. C'est fini, Mathieu, ai-je dit, ma voix devenant d'un calme mortel. J'ai les alertes de fraude. J'ai le rapport de police de jeudi. Et maintenant j'ai des témoins. J'ai désigné le concierge et les voisins. Si vous ne quittez pas cet immeuble dans 30 secondes, je vous ferai arrêter pour harcèlement et violation de domicile, et je vous poursuivrai pour les dizaines de milliers d'euros que vous m'avez volés.
J'ai les reçus pour chaque centime. Mathieu a regardé Guillaume. Papa, dis-lui de se taire. Dis-lui qu'elle est folle. Guillaume a regardé les papiers sur la table. Il a regardé l'encre rouge grasse là où j'avais entouré les dettes de jeu et les achats au magasin d'alcool. Il a regardé son fils. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père regarder Mathieu non pas avec fierté, mais avec dégoût. Tu as dit que tu avais payé pour le dîner, a marmonné Guillaume. Je l'ai fait. Je veux dire, j'ai géré les fonds. C'est tout le même pot familial, a bafouillé Mathieu. C'était son pot à elle, a dit Guillaume, sa voix montant. C'était son argent. Papa, allez, a ricané Mathieu. Elle nous le doit. Nous l'avons élevé. Sortez, ai-je dit. Mathieu s'est avancé vers moi, la main levée comme pour pointer un doigt vers mon visage. Kevin, l'agent de sécurité, est sorti de derrière le bureau. Ce n'était pas un homme imposant, mais il avait une radio et une expression très sérieuse. Monsieur, je dois vous demander de quitter les lieux immédiatement. La police est en route. Mathieu a regardé le garde, puis moi, puis nos parents. Il a ricané, avec un regard de haine pure et non filtré. Très bien, garde ton argent. Tu vas mourir seule, Amélie. Personne ne t'aime. Nous t'avons juste toléré parce que tu payais. La vérité est restée suspendue dans l'air, toxique et indéniable. Il avait enfin dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Valérie a laissé échapper un cri étouffé, sa main volant à sa bouche. Partez, ai-je chuchoté. Mathieu est sorti précipitamment, les portes vitrées se balançant violemment derrière lui. Je me tenais là, tremblante, l'adrénaline envahissant mon corps. J'ai regardé mes parents. Ils se tenaient au milieu des débris du mensonge dans lequel ils vivaient depuis une décennie. Le fils prodige s'était révélé être de peu de valeur. Amélie, a sangloté Valérie, tendant la main vers moi. Non, ai-je dit, en reculant. Vous devez partir aussi. Mais comment rentrons-nous chez nous, a demandé Guillaume, l'air perdu. C'est Mathieu qui conduisait. Je ne sais pas, ai-je dit, leur tournant le dos et marchant vers l'ascenseur. Débrouillez-vous. Les conséquences ont été lentes, douloureuses et nécessaires. Comme la réduction d'un os cassé, cela devait faire mal avant de pouvoir guérir. Je ne les ai pas vus pendant 3 semaines. Pendant ce temps, le silence dans ma vie a changé. Ce n'était pas le silence solitaire et lourd de mon anniversaire. C'était le silence paisible et productif d'un sanctuaire. Je dormais 8 heures par nuit. Je me concentrais au travail. J'ai recommencé à peindre, un passe-temps que j'avais abandonné il y a des années parce que le matériel était trop cher alors que je finançais 3 autres adultes. Mathieu a essayé de revenir, bien sûr. Il a envoyé des courriers électroniques depuis les ordinateurs d'une bibliothèque. Il a envoyé de longs manifestes décousus sur le karma et les sœurs ingrates. J'ai transféré chacun d'eux à l'agent de police qui avait fait la vérification de bien-être, en les ajoutant au dossier. Finalement, la réalité de sa situation l'a frappé. Sans mes subventions et avec les comptes de maman et papa bloqués, son mode de vie s'est évaporé. J'ai appris par un cousin qu'il avait dû vendre son matériel de jeu, puis sa voiture. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il travaillait à temps partiel dans un entrepôt, vivant dans un studio 3 villes plus loin parce que mes parents lui avaient enfin, miraculeusement, dit qu'il ne pouvait pas vivre dans le sous-sol s'il ne contribuait pas. La confrontation dans le hall avait brisé quelque chose chez Valérie et Guillaume. Cela avait brisé l'illusion. Ils ne pouvaient pas oublier ce que Mathieu m'avait dit. Nous t'avons juste toléré parce que tu payais. Un mardi soir, exactement un mois après l'incident du hall, l'interphone a sonné. J'ai regardé le moniteur. C'était Valérie. Elle était seule. Elle ne tenait pas de mouchoir. Elle tenait un récipient en plastique. J'ai hésité. Mon doigt survolait le bouton de déverrouillage. Je n'avais pas besoin de la laisser monter. Je n'avais plus jamais besoin de rien de leur part. J'étais libre. Mais j'ai appuyé sur le bouton. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Plus vieille. Le stress du dernier mois avait gravé des rides profondes sur son visage. Elle se tenait dans le couloir, serrant le récipient en plastique comme une bouée de sauvetage. J'ai fait des lasagnes, a-t-elle dit doucement. Végétarienne,
comme tu les aimes, avec des épinards. J'ai regardé le récipient. Je n'ai pas besoin de nourriture, maman. Je sais, a-t-elle dit. Elle a regardé ses chaussures. Je sais que tu n'as besoin de rien de notre part. C'est ce que j'ai finalement réalisé. Elle a pris une inspiration, me regardant avec les yeux larmoyants. Je suis allé à la banque, Amélie. Je leur ai demandé de tout imprimer pour les 5 dernières années. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, croisant les bras. Et alors? Et j'ai vomi, a-t-elle dit sans détour. Je me suis assise sur le parking et j'ai vomi. J'ai vu les transferts. J'ai vu les dates. J'ai vu les moments où tu me disais que tu mangeais du riz et des haricots pour économiser de l'argent. Et la même semaine, Mathieu dépensait 300 € pour des baskets. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas les gémissements théâtraux du hall. C'était un pleur silencieux et honteux. Nous l'avons laissé faire, a-t-elle chuchoté. Nous aimions qu'il soit à la maison. Nous aimions qu'il soit amusant et nous avons juste. Nous t'avons utilisé. Nous t'avons utilisé, Amélie, parce que tu étais la plus forte, parce que tu ne disais jamais non. Nous t'avons puni d'être responsable. Elle a posé les lasagnes sur la petite table près de mon entrée. Je l'ai mis à la porte, a-t-elle dit. Il est parti. Ton père a changé les serrures hier. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Le pardon est un paysage que l'on doit traverser, pas une porte que l'on franchit simplement. Mais c'était une validation. C'était la vérité. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé pour mon anniversaire, ai-je demandé. La question qui avait tout déclenché. Valérie a tressailli. Mathieu a dit. Mathieu a dit que tu travaillais. Il a dit qu'il t'avait envoyé un message et que tu avais dit que tu étais trop occupé pour nous. Il a dit, sortons simplement. Elle ne veut pas être dérangée. Et vous l'avez cru. C'était plus facile de le croire, a-t-elle admis, la voix se brisant. Parce que si nous le croyions, nous n'avions pas à nous sentir coupables de nous amuser sans toi. Elle m'a regardé, les yeux suppliants. Je suis tellement désolé, Amélie. Je ne m'attends pas à ce que tu rouvres les comptes. Je ne veux pas de ton argent. Papa a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de bricolage. Nous allons nous débrouiller. Je voulais juste que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait. J'ai regardé cette femme qui m'avait déçu si profondément, mais qui se tenait maintenant dans mon couloir, dépouillée de ses illusions, essayant de me donner des lasagnes. Je ne l'ai pas embrassée. Je n'étais pas prête pour cela. Les cicatrices étaient trop fraîches. Merci pour les lasagnes, ai-je dit doucement. Valérie a hoché la tête, essuyant son visage. D'accord, d'accord. Elle a reculé. Joyeux anniversaire, Amélie. Je sais que c'est tard, mais joyeux anniversaire. Bonne nuit, maman, ai-je dit. Elle a pris l'ascenseur et est partie. J'ai emporté les lasagnes dans ma cuisine. Je me suis assise à mon îlot, seule dans mon appartement calme. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai réalisé alors que je n'avais pas perdu ma famille. J'avais perdu les parasites. Ce qui restait, mes parents, aussi imparfaits et brisés soient-ils, étaient quelque chose de réel. Nous repartions de zéro. Pas d'argent, pas de transaction, juste la vérité. J'ai pris une bouchée de lasagne. Elles étaient froides, mais elles avaient meilleur goût que ce cupcake n'en avait jamais eu. J'avais 30 ans. Mon compte bancaire était plein. Mon appartement était paisible. Et pour la première fois, je n'attendais pas que le téléphone sonne. Je vivais, tout simplement.